Oui, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc je refais une mise au point parce que vous avez été nombreux à envoyer des mails, certains envoient des courriers, je préfère des mails à des lettres, hein, parce que les lettres qui sont très longues, c'est bien, vous argumentez et certains comprennent pas, surtout, c'est normal pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, certains agriculteurs ont bien compris de quoi je voulais parler, l'immense majorité des agriculteurs ont très très bien compris mes propos, certains, bon, font des insultes, mais ça c'est pour pas répondre à la question. Et le problème c'est qu'on rentre dans des débats passionnels où on vient chercher les écologistes qui n'ont rien à voir dans ce débat-là. Monter les écologistes contre les agriculteurs, c'est hors sujet. Les écologistes, ils sont comme le reste de la population, ils contribuent à ce modèle agricole en tant que consommateurs. Ils payent les 2100 € chaque année pour financer ce modèle agricole, et c'est vrai qu'il y a mieux à faire, donc ils peuvent critiquer en disant on paye des impôts comme tous les Français, directs et indirects, et on n'est pas content du modèle agricole, ça ils ont le droit de le dire. Ils n'ont pas forcément toutes les réponses, mais ils ont le droit de débattre. Tout le monde a le droit de débattre. Donc le débat n'est pas écologiste-agriculteur. C'est justement ça, c'est faire une erreur et c'est fausser le débat. Les écologistes, toute une partie qui ont un discours raisonnable, il y a tout à fait moyen de discuter avec eux et avancer dans les futurs projets agricoles en expliquant et en dialoguant et en allant bien dans les détails de ce que veut dire l'irrigation, irriguer ou pas irriguer. Donc le débat, il est mal posé, c'est pour ça qu'il part en vrille. Parce que l'irrigation, il y a longtemps qu'elle existe, elle va continuer, simplement il faut qu'elle soit raisonnée. Et là, le débat, je dirais qu'il sort même du débat de l'irrigation, parce qu'il y a certaines cultures, je l'ai déjà dit, comme les cultures spécialisées, le tabac, les choses comme ça, les gens ont toujours irrigué, hein. Certes, c'était des petites quantités, mais ils ont toujours irrigué. Donc le débat n'est pas du tout là. Le débat, il est que certains agriculteurs peuvent se sentir agressés en disant ouais, les écologistes veulent m'empêcher d'arroser. Je pense que c'est pas du tout comme ça que le débat faut le poser. Le débat faut le poser où ces projets-là, ceux qui les mettent en place, ils sont au bottes de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire. Et donc au bottes des mondialistes et de la mondialisation et des pro-européens de Madame Ursula von der Leyen et tous ces gens-là. Parce que faut jamais oublier que ces projets-là, c'est le bras armé de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire. Pourquoi c'est le bras armé? Parce que dans ces projets-là, ils sont quand même pas idiots, eux, ils ont glissé l'idée de l'image qu'il y aurait des petits paysans qui pomperaient dans ces bassines, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, hein, et qu'ils en ont besoin, même des bio, certains, tout ça. Ça, ils ont fait ça, si vous voulez, pour habiller la mariée. Mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu de l'irrigation, ça permet d'avoir de meilleures récoltes, de l'industriel qui va racheter les produits derrière qui vont aller au port de la palisse et que cette production avec irrigation rentre dans le jeu de la mondialisation, c'est une évidence, hein. Ça donne une régularité dans les récoltes et dans les fourrages, c'est indéniable. Ça donne une qualité des fourrages, mais pas de revenus. Ça n'a rien à voir avec le revenu. Ça, on peut le démontrer tous les jours. Dans les 20% de paysans qui sont au-dessus du SMIC brut, il n'y en a surtout pas la moitié qui sont des irrigants. Ça représente peanuts, l'irrigation. C'est un pourcentage, ça ne représente rien du tout. Hein. D'ailleurs, la production de jeunes bovins, de taurillons, qui fonctionnait beaucoup avec l'irrigation dans les régions plus sèches, les gens tournaient avec de l'irrigation, c'était quelque chose d'extraordinaire, l'irrigation. On avait une régularité des fourrages, des maïs et tout. Ça n'a pas empêché les ateliers de 100, 200, 100, 200, 300, 400, 500 taurillons d'arrêter de déposer le bilan parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Voilà le problème. Donc l'irrigation est un outil indispensable à utiliser avec sagesse sur les territoires dans la mesure où il y a une valorisation, il y a un marché en face, mais ne pas
le développer en aveugle sans aucune réflexion. Pourquoi? Parce que les enjeux, si vous voulez, il y en a qui les ont bien compris. Le chiffre d'affaires de l'industrie agroalimentaire en France, c'est 220 milliards d'euros. C'est là que ça se joue. L'agroalimentaire en Europe, c'est 1220 milliards d'euros. La valeur ajoutée de l'industrie agroalimentaire en Europe, parce que c'est des politiques pro-européennes, ça, hein, les gens qui sont pour, hein, c'est des pro-européens. Valeur ajoutée quand même, nette, 236 milliards d'euros. Vous savez, le débat des bassines, si vous venez éventrer une bassine, ils vont la réparer. Hein. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, ils font croire que l'enjeu, c'est la souveraineté de la France. Qu'il faut, certains m'ont dit, bah oui, mais attention, il faut nourrir 68-70 millions d'habitants. Et demain, il faudra nourrir 11 milliards d'êtres humains sur la planète. Ah bon? Nous, déjà, les Français, on a la prétention de nourrir 11 milliards. Alors, on est mal barré. Il faudrait déjà commencer par cultiver les terres en friche, avant d'envoyer des arguments à 2 balles comme ça. Hein, à 2 balles comme ça. Et puis vous savez, les gens qui sont derrière ces projets-là, ils n'ont pas le souci de nourrir la souveraineté, de nourrir la France. C'est pas ça leur souci principal. Leur premier souci, c'est de nourrir leur business à eux. C'est la nourriture financière qui leur rapporte à travers ces projets. Mais c'est pas de nourrir la planète. Hein. Non, non, c'est le faire du business. La preuve, c'est que ces groupes-là, coopératifs, Unigrain, Avril, tous les bras armés de la FNSEA, ils ont investi dans le lait synthétique, dans la farine d'insectes, ils sont dans les viandes cellulaires maintenant, à travers, alors pas directement, mais de façon indirecte avec des filiales, etc., etc. Donc vous voyez bien que c'est pas le ventre des Français qui les préoccupe. Hein, non, c'est leurs finances. Alors, pourquoi je vous dis qu'on peut tomber vite dans les travers avec, non pas plus d'irrigation, hein, je précise bien, mais avec un développement à outrance non raisonné, non réfléchi. Surtout lorsqu'on pompe dans les nappes. Là, on va pomper 2 fois dans les nappes. L'eau est un bien commun. L'eau ne nous appartient pas. Donc, ça doit être géré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de stockage. Il y a besoin de stockage pour des horticulteurs, pour des choses, mais pour des choses bien définies. Et dans la mesure, là moi j'insiste là-dessus, dans la mesure où l'agriculteur il a un revenu. Si l'agriculteur il ne peut pas gagner sa vie, moi je vais vous dire, moi c'est niette. Je mettrai un refus au permis de construire. Soit on est dans une filière qui est une addition de valeur ajoutée et le paysan qui travaille, qu'on doit respecter avec les salariés qui travaillent dans l'agriculture durement, les 850 000 employés équivalents temps plein saisonniers qui travaillent dans les champs, les légumes, tout ça, le maraîchage, que c'est très dur comme métier. Hein, et c'est des métiers pas reconnus parce que justement l'agriculture, je vais y venir, elle a été mise dans la mondialisation, dans la théorie de Ricardo des coûts comparatifs. C'est pour ça que l'agrandissement des bassines ne peut pas aller. Ça ne peut pas fonctionner si on l'étend en aveugle partout, sans trop réfléchir, en disant faut stocker, faut stocker, faut stocker, faut irriguer plus, faut irriguer plus, faut irriguer plus. Là, on va dans le mur, si on pense que la solution est là. Là, on donne raison à David Ricardo des coûts comparatifs. Pourquoi ? Parce que l'idée de produire plus, vous allez bien le comprendre, même que vous n'êtes pas du métier, vous allez sortir plus de rendement à l'hectare. C'est évident, voilà, plus de rendement. Donc vous allez nourrir plus d'animaux dans votre ferme, si vous irriguez. Hein, vous allez avoir un fourrage, certes, c'est vrai, qui est plus régulier, de qualité, tout ça. Ça coche beaucoup de cases, hein, l'irrigation. Ça a beaucoup d'avantages. Hein. C'est indéniable. Hein. Bon. Mais ça, ces volumes supplémentaires, cette qualité supplémentaire, le taux de protéines dans les blés, tout ça, il y a une régularité, il y a quelque chose de formidable qui est fait avec l'irrigation. Derrière, qui est-ce qui achète ces céréales? C'est les grands groupes industriels. Aujourd'hui, InVivo, c'est le numéro 1. Il a racheté le groupe Soufflet. InVivo, bras de la FNSEA, Philippe Mangin, ancien président d'InVivo, quelqu'un de bien connu. C'est à ces gens-là que ça va rapporter. C'est pas aux paysans qui va se lever la nuit pour déplacer l'enrouleur. J'espère que les gars, vous l'avez quand même compris. Donc, augmenter les rendements, c'est quoi? C'est toujours, ça c'est la politique
des néolibéraux. C'est toujours produire plus, faire des gains de productivité, parce que l'avantage de faire des gains de productivité, c'est que ça dilue les charges de structure. On amène du rendement pour essayer toujours de baisser le coût de production. Alors moi, je vais vous poser une question simple. Les gains de productivité, j'ai fait des ratios économiques rapides là, j'ai pas pris les hors-sol, parce que alors là c'est exponentiel. On a multiplié nos coefficients de production par 200. Parce que dans les années 50, les hors-sol, ça n'existait pas. D'accord ? Les élevages industriels comme il y a aujourd'hui. Ceux-là, je les ai mis à l'écart. Mais si on prend la céréale, les productions laitières, ce qu'on est capable aujourd'hui de faire dans nos fermes ou en viande bovine, aujourd'hui, un individu tout seul ou en couple, quand je vois ce qu'il est capable de produire en production laitière, plus les céréales quand il en fait, qu'il va livrer, on a fait des gains de productivité, on a multiplié notre productivité de 30 à 50 sur les exploitations. Ça peut même être plus que ça. Alors vous allez m'expliquer pourquoi il y a 2 suicides par jour. Ceux qui disent faut pas remettre en cause, faut pas qu'il y ait de débat. On ne dit pas qu'il faut pas d'arrosage, hein, attention. Hein, mais que des gens posent des questions, hein, écologistes ou pas, hein, parce qu'il ne faut pas rentrer dans le débat des écologistes, c'est un faux problème ça. Il n'y a pas besoin des écologistes pour faire un débat hein, ou un moratoire. On est capable d'en faire un moratoire, nous, et d'amener des arguments. Pourquoi on a fait des gains de productivité multipliés par 50 et qu'on a 2 suicides par jour et que les exploitations qui ont l'irrigation, elles arrêtent également et sont en difficulté financière? Ça, on peut vous donner, si vous voulez des chiffres, si vous voulez les coordonnées, hein, c'est confidentiel, mais si vous voulez des adresses, on va vous en donner. Hein. Je ne vais pas avoir peur d'en donner, moi. Hein. C'est des réalités qu'on dit là. Pourquoi ceux qui irriguent, ils sont en difficulté? Si la seule réponse, c'est l'irrigation, ils ne devraient pas être en difficulté. Pourquoi les fermes qui sont à reprendre, qui ont l'irrigation, elles ne sont pas reprises non plus? Vous voyez bien que ce n'est pas la clé, l'irrigation. C'est un élément parfois indispensable. Alors, je ne parle pas des horticulteurs là, et des maraîchers. Là, il faut l'irrigation. Je parle, moi, de la grande culture et des éleveurs. C'est un plus, mais ce n'est pas synonyme de réussite économique et de rentabilité assurée pour l'agriculteur. Il y a une chose qui est assurée, c'est qu'il va travailler plus pour gagner moins. Je vous l'ai démontré, multiplié par 50. Gain de productivité, on fournit des céréales de qualité à nos coopératives, à nos industriels, une régularité, quelque chose de vraiment bien, il faut le reconnaître, du bon travail, qui n'est pas récompensé parce que le fond de l'affaire, c'est des prix à hauteur des coûts de production. Et pourquoi les industriels poussent à la roue dans ces projets-là avec les politiques? Parce que là, on rentre dans le cadre de la mondialisation, du libre-échange. Le libre-échange, la mort, ce qu'a tué les agriculteurs et l'industrie en France, c'est le libre-échange et la finance libéralisée. La finance libéralisée. Retenez bien ce mot-là, la finance libéralisée. Parce que ça permet à l'industrie agroalimentaire qui est dans le monde, parce que ceux qui viennent dans vos fermes, là, ils ont des ramifications, et la plupart, ils sont dans le monde. Donc vous n'allez pas lutter. Même qu'on a l'irrigation, qu'on fait des bons produits, vous ne pouvez pas lutter. Je vous ai dit, je connais quelqu'un, il vend les bananes en conventionnel 2 € les 100 kilos en Amérique du Sud. Voilà. Je participe à des plateformes internationales sur les réseaux. Sur les réseaux, je participe à des plateformes internationales en visio avec des agriculteurs, le monde entier, Canadiens, Brésiliens, Néo-Zélande, Nouvelle-Zélande, Suisse, Belgique, voilà. Ça fait des années déjà que je fais ça. Ça nous permet d'échanger. Et on a bien compris qu'il y avait 2 personnes de volet dans le modèle. L'agriculteur et le consommateur. Voilà. Et entre les deux, les souris dansent, et elles dansent avec les politiques. Parce que le bras armé qu'a tué le plus les agriculteurs, c'est l'industrie agroalimentaire, qui est rattachée à la FNSEA, puisque c'est même toute une partie, c'est même des dirigeants de la FNSEA qui les pilotent. Il y a des privés aussi, Lactalis, Bigard. Mais Bigard travaille à travers les interprofessions avec la FNSEA. D'accord ? Donc l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est là. Donc, irriguer plus, produire
des qualités de fourrage n'est pas synonyme de revenus. La preuve, vous voyez, déjà aujourd'hui, les gens travaillent très bien avec l'irrigation. Des gens font du super boulot, mais ce n'est pas signe de rentabilité. Et si ce néolibéralisme, il fonctionnait, si ce que je vous dis est faux, expliquez-moi pourquoi la Suisse, ils mettent des taxes très importantes pour protéger leurs agriculteurs. Il y en a qui ont l'irrigation là-bas. Tout le monde a l'irrigation plus ou moins dans certains pays, les maraîchers et autres. Pourquoi ils mettent des taxes? Pourquoi les Chinois mettent des taxes? Pourquoi le Japon taxe fortement le riz tant que leurs producteurs, ils ont du riz chez eux, ils protègent leurs producteurs, ils mettent des taxes à des niveaux inimaginables. Idem Donald Trump, rappelez-vous. La première chose qu'il a fait, c'est mettre des taxes. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment les taxes? Ça s'appelle du protectionnisme. Parce qu'il sait très bien que ce n'est pas tenable, que vous ne pouvez pas produire au même prix que d'autres pays. Idem pour l'industrie d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a perdu toute notre industrie. Donc avec ces schémas-là, on endette les agriculteurs ou on prend des sous sur le contribuable pour essayer de produire toujours plus, mais on va sur des combats qui sont des combats perdus, qui détruisent nos emplois, la preuve, on n'a plus d'industrie, qui détruisent notre agriculture, vous avez vu tous les agriculteurs qui ont arrêté depuis 40 ans, et qui fait des travailleurs précaires, qui fait venir des travailleurs étrangers pour faire les saisons, parce qu'on n'a pas des prix à hauteur des coûts de production par pays. Alors après, deux choses, soit on fait du Donald Trump, on fait du protectionnisme, on met des taxes, chose que nous on ne peut pas faire, parce que l'Union européenne nous l'empêche, il faut bien le préciser ça. Soit on prend le schéma, non pas du GATT et de l'OMC, mais derrière la guerre, après la guerre, le 24 mars 1948, ils ont fait tomber la charte de La Havane qui découlait de l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, qui prévoyait de la coopération entre États sans la théorie de Ricardo des coûts comparatifs. Et rien n'empêche les États de faire des échanges sans s'envoyer à la figure « toi tu mets des phytos, moi j'en mets pas », toi t'es moins cher, toi t'es plus cher, toi t'as des travailleurs immigrés, ça s'appelle des leviers. Et cette mondialisation néolibérale avec la théorie de Ricardo envoie des leviers, chaque peuple essaye d'utiliser des leviers pour prendre des parts de marché à l'autre. Donc ça tire tout vers le bas. Les normes environnementales vers le bas, puisque pour être compétitif, il faudrait presque faire sauter toutes les normes pour essayer d'être compétitif. Il faut employer des gens puis pas les travailler, pas les payer. Donc à faire, le mieux, c'est d'embaucher des gens puis pas les payer. Nos coûts de production, ils vont baisser là, hein, etc., etc. Utiliser des phytos interdits qui sont efficaces, comme ça, l'herbe, il n'y aura pas d'herbe, il n'y aura pas besoin de payer des gens pour arracher l'herbe à la main, etc. Et là, on va dans un combat sans fin. On va dans la théorie néolibérale jusqu'à ce qui se passe dans la forêt amazonienne. Vous l'avez vu. Il arrache des forêts pour du business. Vous le savez, ça. Sous le mandat Bolsonaro, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon. Voilà où ça nous conduit, le tous contre tous. Donc deux solutions. Où on revient sur un modèle, et on n'est pas obligé d'avoir un accord au niveau des pays. Hein. Ça peut se démarrer avec un groupe de pays. Ça a été étudié par des économistes avec qui j'ai participé, moi, sur des plateformes. On peut démarrer avec 3-4 pays, 5-6 pays qui sont d'accord sur un certain nombre d'échanges. On fait des échanges, on dit merde à l'Union européenne. On fait comme le général de Gaulle, on quitte la table et on dit, nous, on est les patrons chez nous en France. Vous quittez la salle de réunion. Le peuple français, c'est un peuple souverain. On fait des échanges avec 3-4 pays sur la base de la coopération. Ça a un gros avantage, c'est qu'avec ça, on peut faire l'équilibre de la balance des paiements, direct. C'est un gros avantage. Et là, chacun travaille avec son coût de production. Et on n'a pas besoin de dire, on va monter l'irrigation pour être moins cher, ou on va utiliser des phytos pour être moins cher, ou l'autre, il utilise les phytos et moi, j'ai pas le droit. Là, on rentre dans un faux débat qui nous divise entre nous, mais le fond de l'affaire, c'est pas celui-là. Le fond de l'affaire, c'est que les donneurs d'ordre qui sont à la tête de ces empires financiers, ils ont bien compris, eux, ce qu'il fallait faire pour nous diviser. Nous emmener sur des débats, irrigation et autres, hein,
pas que irrigation, phytosanitaire, engrais chimiques, j'en passe et des meilleurs. Et la finalité, c'est que 80% des pauvres dans le monde sont des paysans. Bon. Donc si l'irrigation était la réponse à tout, bah les paysans seraient sauvés. Hein. On roulerait sur l'or hein, si l'irrigation était la clé de tout. Il faudrait tous qu'on se mette à monter l'irrigation. Hein, voilà. Mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'irrigation est un levier très utile dans les exploitations. Malheureusement, comme on n'a pas la main, c'est pas nous qui faisons la facture sur nos matières premières, l'industrie agroalimentaire, l'agro-industrie se sert des gains de productivité qu'on peut faire, soit en rendement sec, soit en irrigation, pour continuer de nous exploiter. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et la Commission européenne, Madame von der Leyen, est pour ces schémas-là qui met les paysans en compétition, car eux, ils ont donné un mot d'ordre, essayer de faire une nourriture bas de gamme pour que les peuples aient à bouffer et qu'ils ne se soulèvent pas. Donc en langage clair, ils peuvent acheter des smartphones, des voitures, faire ce qu'ils veulent, mais pour la paysannerie, les salaires des paysans et les salaires des ouvriers qui travaillent dans l'agriculture, elle n'est pas basée sur la grille de salaire de la métallurgie. Ça serait une revendication que M. Rousseau aurait dû faire, président de la FNSEA, que nos grilles de salaire, que les salariés, ça concerne les salariés ça, soient basées sur la grille des salaires de la métallurgie. Allez vous renseigner comment c'est la grille des salaires de la métallurgie. Vous verrez. Je crois que c'est le haut du panier. Eh bien nous, il faut qu'on se base là-dessus. D'accord? Comme ça, les paysans, ils ne vont pas pouvoir les payer ce prix-là. Donc, de facto, va falloir que les prix des parts fermes des produits ils augmentent. Sinon, continuer comme ça, de nourrir les gens, alors que nous, on n'est pas capable de se nourrir, on crève dans nos fermes, et que nos collègues se suicident, et qu'il y a un endettement moyen de 250 000 € par exploitation, ben, moi je ne pense pas que ça soit une réussite, hein, le modèle agricole. Je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. Sans arrêter l'irrigation d'ailleurs. Mais on peut faire mieux. Donc, je vous remercie de vos questions. C'était une précision pour vous dire que le débat, il faut le prendre en global. Et en global, il détruit les emplois. Je pourrais vous le démontrer et vous le chiffrer. Si on monte des bassines, qu'on les étend dans tous les départements, ça va détruire des emplois. Parce que cette compétition a un impact sur les travailleurs, aura un impact sur les travailleurs. Et en plus, ceux qui vont travailler pour nous, ça sera des travailleurs pauvres. Parce qu'il faudra les payer le moins cher possible pour aller concurrencer l'Indien, le Chinois, l'Américain. Et ça, Donald Trump l'a très très bien compris. Donc lui, il joue sur la taxe, il taxe à l'entrée de son pays. Voilà. À défaut d'avoir des accords entre pays, il taxe. Lui, c'est son arme, ce qui est une arme comme les autres, et je ne lui donne pas tort, je lui donne raison. Mais il faut savoir que dans l'industrie, personne ne le dit ça, on fait des échanges avec l'Inde, où on fait un système de modèle de la charte de la Havane, mais ce n'est pas officiel, où les Indiens obligent qu'on monte des usines chez eux et qu'une partie des appareils des Rafales soit fabriquée chez eux, pour faire développer leur pays et développer là-bas et éviter que les gens soient au chômage là-bas. Ça s'appelle des contreparties. D'accord? Eh bien, nos hommes politiques, ils ne sont même pas capables, aujourd'hui en 2024, de trouver des alternatives pour au moins améliorer les choses. Un monde parfait n'existe pas. Mais on pourrait au moins améliorer les choses et ramener du revenu dans la paysannerie. Et je pense à tous les salariés qui tournent aussi autour de la paysannerie, parce que malheureusement, les salariés qui travaillent autour des paysans, c'est pas à la hauteur. Les revenus ne sont pas à la hauteur. C'est la raison pour laquelle ils partent dans d'autres secteurs d'activité. Je vous remercie et à bientôt.